Bonjour à tous et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Nous sommes à Bruxelles où a lieu le Conseil européen, la réunion des chefs d'État et chefs de gouvernement de l'Union européenne. Mon invité est Jean-Claude Juncker, qui est à la fois Premier ministre du Luxembourg et également président de l'Eurogroupe, qui rassemble donc les pays de la zone euro. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour Madame. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, tous les yeux sont tournés vers le Portugal. José Socrates, le Premier ministre, a donné sa démission. Il n'a pas été soutenu quand il a présenté son quatrième paquet de mesures d'austérité au Parlement. Il a dit lui-même que ce refus finalement du Parlement allait peut-être précipiter la demande d'un plan de sauvetage au Portugal. Alors faut-il s'attendre au Portugal à un scénario du type grec ou irlandais ? Je regrette d'abord que le quatrième paquet de consolidation fut rejeté par le Parlement portugais. Nous avions pensé, puisque nous l'avions approuvé, que ce programme d'ajustement de consolidation passerait la rampe parlementaire et nous sommes un peu malheureux. Ça faisait un moment qu'on pensait qu'il ne passerait pas la rampe. Hein. Oui, les trois paquets précédents ont trouvé l'appui de l'opposition parlementaire et donc nous avions tout de même, en le ficelant, bon espoir de voir l'opposition parlementaire se rendre compte du fait que nécessité il y avait d'adopter ce paquet, donc je regrette son rejet. Moi, je ne voudrais pas entrer maintenant dans le jeu des spéculations pour savoir si oui ou non le Portugal, d'ici 3 jours, 3 semaines, 2 mois, va frapper à la porte de la facilité de stabilité qui est en place. La question qui se pose est de savoir si un gouvernement en affaires courantes peut prendre une telle décision. L'autre question qui se pose et de savoir si la Finlande, un Parlement qui ne siège plus et qui connaîtra des élections le 17 avril, trouverait les moyens pour approuver l'entrée du Portugal sous le parapluie, si j'ose dire. Donc il y a beaucoup d'éléments d'incertitude. Le fameux plan de sauvetage sous le parapluie de... Oui. Beaucoup d'éléments à prendre en considération, mais c'est un scénario probable, à votre avis? Je ne l'exclus pas. Vous n'excluez pas. On parle justement d'un package qui serait à peu près de 75 milliards d'euros. C'est une somme qui vous semble possible. Vous allez en discuter avec... Si jamais le Portugal devait demander un support européen, cet ordre de grandeur me paraît approprié. Vous paraît approprié. Est-ce que vous allez en discuter, j'imagine, avec José Socrates, donc Premier ministre démissionnaire, qui sera présent à ce Conseil européen? Je vais parler avec mon ami Socrates et je verrai le chef de l'opposition parlementaire avant la réunion du Conseil européen pour mieux saisir le niveau de ses ambitions et l'étendue de ses attentes. Quel serait en fait le délai de la mise en place d'un tel plan? Ça pourrait prendre 2 jours, par exemple, à la fin de ce Conseil, il pourrait y avoir une décision? Non, parce qu'il faudra que la Commission et que la Banque centrale européenne jettent un regard sur la situation exacte du Portugal, que les deux connaissent d'ailleurs bien, mais il faudra que le Portugal prenne d'autres initiatives. Une chose est de rejeter un paquet de consolidation budgétaire, une autre chose est de demander l'appui européen. Son programme, ça n'ira pas. Nous avons, à l'égard du Portugal, des exigences à formuler. La situation des finances publiques portugaises n'est pas bonne. Le déficit budgétaire probablement sera revu à la hausse. Et il faudra que le Portugal, en 2012, atteigne un niveau de déficit de 4,6% et en 2013, un niveau de déficit inférieur à 3%. L'opposition parlementaire, disons pour le reste, elle qui sera peut-être au gouvernement demain, qu'elle compte se tenir aux limites telles qu'elles furent dressées par le Conseil européen. En tout cas, c'est vrai que ça pourrait leur permettre de remplir leurs échéances sur la dette, puisqu'on sait qu'avant juin, ils doivent financer 9 milliards d'euros de dette. Lisbonne. Oui, il est difficile de savoir quelle sera la réaction exacte des marchés financiers. Probablement, les spreads, comme on dit, vont connaître une correction vers le haut. Le financement du Portugal est devenu plus difficile avec la non-décision parlementaire d'hier, mais le Portugal, tous les partis politiques portugais doivent savoir que la solidarité européenne a pour contrepoids et pour contreprix un effort de solidité du côté portugais. Alors évidemment, si le Portugal vacille, tout le monde pense à l'Espagne, un pays qui est tout de même beaucoup plus important, qui a aussi du mal à financer sa dette sur les marchés. Que pensez-vous de la situation espagnole, Jean-Claude Juncker? J'espère que si jamais le Portugal devait s'adresser à la facilité de stabilité,
que l'Espagne ne va pas devenir la cible des marchés financiers dans ce jeu domino un peu, à vrai dire, stupide, qui voudrait qu'un pays après l'autre soit testé par les marchés financiers. Stupide mais réel. Oui, mais enfin, c'est une réalité stupide. Parce qu'il n'y a pas de raison de mettre à mal l'Espagne. Bien sûr, l'Espagne connaît de très sérieux problèmes et le gouvernement espagnol et le Parlement espagnol ont réagi avec promptitude aux exigences que nous avions formulées au niveau de l'Europe et je ne vois pas l'Espagne dans une situation comparable à celle du Portugal. Alors la Grèce, alors là, les Européens et le FMI ont négocié avec les Grecs sur à la fois un rééchelonnement du prêt et également une négociation sur les taux. Donc là, il s'agit de la dette publique, du prêt public. Oui. Est-ce que les Grecs peuvent se permettre, peuvent se passer d'une restructuration de la dette privée, c'est-à-dire de renégocier avec les créanciers privés, Monsieur le Premier ministre? Je crois que la question d'une restructuration de la dette publique grecque ne se pose pas. D'ailleurs, si nous devions restructurer la dette publique grecque, nous donnerions naissance à tout un cortège d'autres problèmes, y compris un problème de contagion qui se présenterait dans la mouvance c'est un peu ce qu'on fait en rééchelonnant d'un côté et en négociant oui, le taux. Mais nous avons trouvé une façon intelligente d'accroître le nombre d'années dont la Grèce peut bénéficier avant d'avoir remboursé sa dette. Nous sommes revenus sur le niveau du taux d'intérêt qui est demandé, qui a été réduit, et je crois que c'est une bonne façon de résoudre le problème grec, étant entendu que le gouvernement grec, lui, s'est engagé à privatiser pour un montant assez important de 50 Donc les privatisations pourraient prémunir le pays contre justement une restructuration de la dette privée? Ce ne sera pas suffisant pour résoudre tous les problèmes grecs, puisqu'il y a tant de réformes structurelles que la Grèce doit entreprendre et que la Grèce a déjà entreprises, mais tout cela forme la masse critique dont la Grèce sans doute aura besoin pour se sortir de la situation peu agréable dans laquelle elle s'est enfourée. Les Européens de la zone euro vont disposer, ça c'est en discussion depuis plusieurs semaines, à partir de 2013, d'un fonds de sauvetage important, puisqu'on parle de 500 milliards d'euros de force de frappe, 80 milliards d'euros de capital. Vous êtes en train finalement de constituer en Europe une institution financière qui sera même plus puissante que le FMI? Nous voulions mettre en place, au début de la crise, un mécanisme permanent de stabilité. C'est la raison pour laquelle nous avons, pour sous-tendre ce mécanisme permanent de stabilité, décidé de modifier le traité pour lui donner une assise juridique. Et le montant global de ce mécanisme permanent de stabilité s'élèvera à 700 milliards, ce qui lui donne une capacité d'emprunt effective de 500 milliards qui sera sous-divisé en un montant de capital à mettre sur la table, si je peux m'exprimer un peu trop simplement, de 80 milliards et 620 milliards de garanties et de capital appelable. Est-ce de nature à rassurer les marchés d'avoir un tel fonds en Europe? Je crois, puisque l'ampleur de ce fonds, la structure de son capital, les mécanismes de pricing, la gouvernance même de ce fonds dénote la volonté des États membres de la zone euro de tout faire pour assurer la stabilité financière en Europe. Nous avons maintenant une force de frappe à notre disposition que nous n'avions pas au début de la crise. Donc il s'agit d'un progrès. Alors très vite, le Japon vit les conséquences d'une catastrophe naturelle effroyable, catastrophe nucléaire. L'Allemagne, ça a des conséquences en France et je veux dire en Europe sur le nucléaire. La chancelière allemande a déjà dit qu'elle voulait sortir du nucléaire civil. Allez-vous discuter d'une mise en place d'une norme de sécurité du nucléaire en Europe pendant ces 2 jours de Conseil européen? Nous allons parler évidemment du nucléaire et des conséquences qu'il s'agira de tirer de la malheureuse et dramatique expérience japonaise. Je pars du principe que nous allons décider, comme le préfigure une décision des ministres en charge de l'énergie, des stress tests, là encore, mais cette fois-ci en matière de centrales nucléaires. Moi, je voudrais que ces tests soient exigeants et que si jamais, dans le cas d'une centrale nucléaire donnée, il devait s'avérer que les conditions de sécurité ne sont pas garanties, il faudra que les gouvernements concernés aient le courage
de fermer de telles centrales nucléaires. On n'a pas le droit de tromper les gens sur les questions de sécurité. Donc ces stress tests doivent être conduits avec une extrême sévérité. Je voudrais que ces tests puissent être conduits par des experts qui n'aient pas de lien particulier avec l'industrie nucléaire. D'accord, donc donner une sorte d'impartialité, j'imagine, à ces stress tests. Encore faut-il déterminer les normes, enfin tout ça n'est pas simple. Sur la Libye, une dernière question. Enfin, il faut se mettre d'accord sur un cortège de normes. Je veux dire, les normes doivent être connues avant que les tests ne soient lancés. Les citoyens européens et le gouvernement d'ailleurs ont droit de savoir d'après quels critères sont menés ces tests de stress. Alors, une dernière question sur la Libye. Finalement, les divergences sur l'intervention entre la France et l'Allemagne, également différentes conceptions sur le rôle de l'OTAN dans ce dossier en Libye. Est-ce que finalement, ils n'ont pas mis fin à tout espoir d'une diplomatie européenne commune, Monsieur le Premier ministre? Enfin, on ne peut pas dire que nous ayons été particulièrement performants en matière de politique extérieure de sécurité commune au moment où il s'agissait d'organiser l'intervention libyenne. Voilà deux grands États membres qui diffèrent en matière de l'organisation du commandement de l'opération en cours, et cela donne l'impression que parfois nous nous lançons comme ça dans des grandes opérations, certes nécessaires, sans avoir réfléchi à toutes les implications. Il faudra que... Vous le regrettez? Oui, parce que j'aurais voulu que cela se fasse dans une atmosphère qui aurait été plus consensuelle lorsqu'il s'agit de l'organisation de l'essentiel des suites. Merci beaucoup Jean-Claude Juncker. Merci madame. C'est la fin de cet entretien. Nous sommes à Bruxelles. Restez avec nous sur France 24.